Salut les amis. Je suis ravi, comme à chaque fois, forcément d'accueillir un invité, parce que moi je suis mon chef d'entreprise depuis des années, et ce que j'aime, c'est partager avec d'autres entrepreneurs. La saison 3, elle a démarré depuis quelques temps maintenant, avec déjà trois invités connus et reconnus dans leur domaine, qui nous apprennent et qui partagent avec nous leur expérience. Aujourd'hui, je suis ravi, mais je suis un peu plus ravi que les autres invités. C'est pas bien ce que je suis en train de faire, on a l'impression que c'est du favoritisme. Parce que la personne que j'accueille aujourd'hui, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré, justement en tant que podcasteur. J'ai regardé ses contenus, j'ai écouté ses podcasts, j'ai écouté justement son ascension. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, donc je suis ravi vraiment aujourd'hui de l'avoir. Pour moi, c'est un petit peu la reine du podcast, quelque part. Je sais que tu n'aimes pas ça, Aline Bartoli, parce que tu es assez modeste de ce que j'ai pu comprendre. Je suis ravi, tu es chez toi ici. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et je te laisse te présenter. Hello Alexandre, bah écoute, je ne sais plus où me mettre après cette introduction, mais je vais essayer d'être à l'honneur de ce que tu viens de mettre en termes de Tu le level. sauras. Donc, merci, je me sens très flattée en vrai, si je dois être très, très honnête. Et bah, merci aux auditeurs aussi qui vont écouter cet épisode d'être là. Si je dois me présenter, j'ai l'habitude de le faire en disant que j'ai trois casquettes. La première que tu as citée, c'est celle de podcasteuse, puisque j'anime le podcast Je peux pas, j'ai business depuis maintenant 4 ans avec plus de 400 épisodes. Donc, c'est un exercice auquel je suis rodée et que j'aime particulièrement. J'ai aussi la casquette de coach business, puisque mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs plutôt débutants qui n'arrivent pas encore à vivre totalement de leur activité ou qui sont en train de se lancer, Mhm. à se développer grâce à de la communication, à du marketing, prendre confiance en eux et juste créer le business qui leur plaît. Donc, à cette occasion-là, j'ai créé particulièrement une école en ligne qui s'appelle la BSB Academy, que je lance une fois par an et avec laquelle j'ai formé des milliers et des milliers de personnes jusqu'ici. Et ma toute dernière casquette, celle que j'aime bien dire, c'est celle d'entrepreneuse, puisqu'on est entrepreneur, c'est comme un métier en plus de notre métier de Mhm. base. Et j'ai monté plein de business. On pourra peut-être en parler aussi, mes premiers business, à quoi ils ressemblaient, pourquoi ils n'ont pas survécu. Et j'ai aussi racheté récemment une entreprise qui s'appelle Postadem. Donc actuellement, je dirige 2 boîtes, d'où ma casquette d'entrepreneuse en plus de celle de coach business. Waouh, gros CV. Je suis un recruteur, je dis OK, je te veux dans mon équipe. Génial. Merci à toi pour cette présentation. Je reviens sur ta deuxième casquette pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui soit sont déjà dans l'entrepreneuriat ou se posent des questions, ils ont envie de switcher sur leur activité. Comment tu peux les accompagner? C'est-à-dire, l'académie que tu as montée aujourd'hui, elle permet d'aider sur la création de contenu pour notamment se mettre en visibilité sur les réseaux, plutôt de savoir un petit peu quel statut on va choisir au niveau de l'entreprise, comment gérer sa comptabilité, comment trouver ses clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vraiment tout ça à la fois. En fait, j'aime bien le présenter comme un petit peu la bible de l'entrepreneuriat, Mhm. où ça va donner le 360 degrés sur toutes les bases qu'on a besoin de maîtriser pour diriger correctement un business et s'épanouir à l'intérieur. Donc ça ne rentre pas dans les spécificités par exemple, des spécificités très comptables ou les spécificités très automatisation de marketing. Mhm. Par contre, on fait un vrai 360 et après chacun peut voir quelles sont les zones qu'il a besoin de continuer à travailler. On travaille aussi bien, l'état d'esprit. Comment est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour me vendre? Comment est-ce que j'arrive à me considérer comme un vrai entrepreneur et pas juste comme quelqu'un qui a un petit business? Mhm. Par exemple, c'est quelque chose que mes clients, disent souvent. Donc on voit ça, on travaille les offres, on travaille les tarifs, on travaille comment se vendre, comment communiquer, comment prospecter pour ceux qui aiment pas créer du contenu, Mhm. comment créer du contenu pour ceux qui aiment pas prospecter, aussi bien la comptabilité, l'administratif, comment accompagner ses clients, délivrer un bon customer care, enfin voilà, vraiment un petit peu tout ça. Génial. Et c'est vrai que la vision 360 que tu apportes aujourd'hui avec cette académie, elle est hyper importante parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui va se passer. On pense qu'avoir une offre, c'est suffisant, mais au final, il faut aussi se vendre. Sans nous donner vraiment toutes les facettes un petit peu de ton offre, mais quelqu'un qui nous écoute, qui a besoin juste de conseils par rapport au fait d'être en phase avec soi-même. On parle souvent du syndrome de l'imposteur sur les réseaux. Comment justement être au bon prix, comment être pas trop bas, pas trop haut, être entre les deux. Moi, je parle souvent de valeur ajoutée, c'est hyper important et que c'est cette partie-là que le prospect ou en tout cas le futur client doit comprendre. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça pour trouver le bon prix et savoir se vendre? C'est une question à la fois très simple parce qu'elle est dans les mots et très complexe à répondre parce que ça touche à plein de domaines. Je dirais déjà que la première chose, c'est de comprendre qu'il y a 2 piliers principaux pour répondre à cette question. Il y a les piliers stratégiques, bah, que quand on fixe un prix, on le fait en fonction d'une rentabilité, on le fait en fonction d'un marché, on le fait en fonction de ce qui se fait en termes de concurrence, on le fait en fonction des habitudes de consommation. On peut pas non plus, sauf cas exceptionnel, avoir des prix complètement délirants, déconnants de ce que les consommateurs sont Mmh.
habitué, on va dire, à dépenser. Et en même temps, le deuxième pilier, c'est le pilier beaucoup plus émotionnel de, ben, si je me mets trop cher, est-ce que je vais avoir l'impression que les attentes en face sont trop élevées, du coup, je vais pas avoir confiance? Si je me mets pas assez cher, est-ce que je vais plutôt me sentir, comme si je me sous-vendais? Dans ce cas, j'aurais une posture face à mon client qui est presque comme si j'avais pas envie d'être là. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour, fixer, les bons tarifs et après pour les vendre aussi, ça va être un peu la même dualité en fait entre, bah, avec quoi est-ce que moi je suis à l'aise? Est-ce que Mmh. j'aime prospecter? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'aime créer du contenu? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'aime me montrer sur les réseaux? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'aime networker? Est-ce que j'aime pas? Et après aussi, quelles sont les attentes en face? Quelqu'un qui va acheter, un appareil auditif n'a pas du tout les mêmes attentes et le même comportement pour trouver son appareil auditif que quelqu'un qui va acheter une formation en ligne, que quelqu'un qui veut, trouver un prestataire, pour, paramétrer son Google Analytics. Enfin Mmh. voilà, Ouais, non, c'est pas des questions auxquelles on peut répondre de manière, généraliste, c'est au cas par cas aussi en fonction, j'aimerais. de J'aimerais avoir la formule magique où tu claques des doigts et je peux te dérouler boum! un plan d'action avec les actions à faire et tout. Malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, je comprends. Ça pourrait être pas mal. Merci pour ces réponses en tout cas. Tu parles aussi d'état d'esprit et ça, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous traitez aussi la partie, le rapport à l'argent? Parce que moi, je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, notamment pour avoir des difficultés sur la fixation des prix, ont un rapport à l'argent qui est soit limité un petit peu à un chiffre d'affaires, soit limité à une somme qu'ils veulent gagner eux par mois. Est-ce que tu identifies parfois des points de blocage où les gens, bah, par exemple, ils sont bloqués à 2 000 € par mois et du coup, c'est pour ça qu'ils ont du mal à augmenter leur prix? Ou au contraire, ça fait des années qu'ils gagnent 5 000 € par mois, mais ils n'arrivent pas à passer du coup le plafond des 6 000. Est-ce que tu as déjà identifié ça? Oui, ah oui, oui, de toute façon, on a tous une relation à l'argent. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une relation à l'argent neutre. Mmh. C'est soit c'est une très bonne relation à l'argent, soit c'est il y a des blocages et cetera. Mais en fait, on a tous, de par notre éducation, de par notre expérience, de par, notre vécu, de par ce que nos parents nous ont dit, raconté, renvoyé comme image et cetera. On a tous une relation spécifique à l'argent et c'est quelque chose qu'on doit aborder à un moment ou un autre, quoi qu'il arrive. Alors certains, ce sera une formalité, d'autres, ce sera un travail de toute une vie quasiment. Mais voilà. Mais pareil, effectivement, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation. OK, top. Bon, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais comme tu le sais, le podcast, c'est de retracer le parcours entrepreneurial de l'invité sous forme de première fois. On va aborder du coup ta première fois en tant que podcasteuse, je vais y arriver, avec notamment ce podcast que tu as depuis maintenant 4 ans, qui cartonne en termes d'écoute. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça s'est passé, comment tu as eu l'idée, est-ce que ça a germé au fond de toi depuis des semaines, des mois, des années, et comment tu as eu l'idée notamment de te lancer? Alors ça n'a pas germé en moi pendant des années. Ça fait partie de ces projets qui ont été plutôt lancés, entre guillemets «à la va-vite» avec juste l'envie de voir ce que ça allait donner. En fait, l'idée, elle a germé la première fois, c'était au mois d'août 2018, je crois, ou 2019, donc ça commence à dater et j'étais au bord de la piscine, en vacances chez mes parents et j'écoutais les podcasts de Antoine BM à l'époque, qui Mmh. faisait un challenge où il faisait un podcast par jour pendant, je sais pas, il a fait ça 2 3 mois et je découvrais à ce moment-là le monde du marketing digital, le business en ligne et je m'abreuvais de ces podcasts que j'aimais beaucoup. Et dans un de ces podcasts, je me rappelle l'entendre dire: «Le podcast, c'est le format du futur». Et là, je me suis dit: «Ah bah ouais, cool, si ça se trouve, il a raison. J'aimerais bien lancer un podcast et tester et voir ce que ça va donner». Et en fait, l'idée, elle est vraiment venue comme ça. Mmh. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis un peu entraînée, un peu renseignée, puis j'ai vraiment lancé. En fait, je pense que j'ai lancé ça sans attente, sans enjeu, sans y mettre trop d'ego non plus, en mode vraiment j'ai envie de tester. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir, d'aller écouter mes premiers épisodes, vous allez voir que ça n'a rien à voir en termes, de d'élocution, de rythme de parole, de choses comme ça. Et en fait, le ça m'a beaucoup plu. La mayonnaise a commencé à bien prendre. Alors évidemment, au début, j'ai fait mes premières centaines d'écoutes et j'étais contente. Après, j'ai fait mes premiers milliers d'écoutes, j'étais, sur un petit nuage et puis, Mmh. les choses se sont construites à partir de ça. Justement, pour les gens aussi qui veulent savoir un petit peu comment on se lance dans le podcast, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité notamment de bah, continuer à développer le podcast alors qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en place? Parce que moi j'ai beaucoup de personnes parfois qui me contactent et qui me disent ouais super, tu as un podcast, c'est cool, moi j'ai une idée, j'ai envie de me lancer. Et on le sait, et je pense que tu as aussi les chiffres en général.
La plupart des gens qui se lancent dans le podcast n'atteignent pas forcément les 3, voire les 10 épisodes. Qu'est-ce qui fait qu'on tient sur la durée? Parce que je trouve que les chiffres parfois sont ingrats. C'est pas comme une publication sur un réseau qui peut vraiment cartonner. Qu'est-ce qui fait justement qu'on tient sur la durée et qu'on a envie de justement s'inscrire dans le temps avec le podcast? Alors c'est une très bonne question. Je pense que comme je commence à le partager, une des clés selon moi pour vraiment tenir dans la durée, c'est justement de pas mettre trop d'attentes et trop, d'ego dans ce qu'on fait. C'est Hmm. accepter que ça va prendre du temps et faire les choses parce qu'elles nous font plaisir, parce qu'on a envie de les faire. Donc là, en l'occurrence, c'est enregistrer des épisodes de podcast parce qu'on a envie de partager des choses et se dire: «Bah, je le fais même si c'est pour une ou 2 personnes, une ou 2 écoutes, bah, ça me va, ça me convient quand même». Et je pense que là où on a envie de tout laisser tomber, là où on se décourage souvent, et ça m'est déjà arrivé sur d'autres domaines, c'est vraiment quand on commence à se dire: «Si j'ai pas atteint 1000 écoutes le premier mois, c'est que c'est de la merde. Si j'ai pas tout de suite plein de gens qui me font des retours sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas du bon travail ou que ça sert à rien que je continue». Hmm. Donc vraiment décorréler le plaisir qu'on a à faire quelque chose des résultats qu'on peut observer, en tout cas dans un premier temps. Et je pense que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui se censurent à ce stade-là de: «Si j'ai pas de retour immédiatement, c'est que, c'était pas la bonne manière de faire, je suis pas fait pour ça», ou tous les discours qu'on veut bien se tenir. Ouais, en gros, c'est quand on se fixe des objectifs un petit peu trop haut, ça va pas au-delà de nos attentes et du coup, ça nous démotive et on n'y arrive pas et forcément, on arrête. Exactement. J'aime bien la notion de le faire pour une, deux, trois personnes. Aujourd'hui, par mois, c'est plus de 100 000 personnes qui t'écoutent. Tu me dis hein, si les chiffres sont bons. En ce Euh, moment, on est bien redescendu, mais ça, on pourra parler aussi, hein, qu'à la vie d'un podcast, il y a des moments, j'étais à 120 000 écoutes par mois pendant des mois, et il y a des moments où j'ai changé un peu ma stratégie et c'est redescendu à 50 000 écoutes, après c'est remonté à 100 000, après c'est redescendu à 70, après c'est remonté aux 100 000. Enfin, ça peut faire des énormes des gros up pics. and down. Ok. Bon, en tout cas, tu es passé quand même de une à deux personnes à 50 000, 80 000, 100 000 Voilà. en moyenne. Au début, tu le fais par plaisir, donc tu as envie de communiquer, tu as envie de transmettre. Et quand tu vois que ça commence à prendre, est-ce que tu commences à réfléchir en mode business? Parce que là, on peut plus se dire, bon, je suis content, je fais plaisir à deux trois personnes. Là, c'est deux trois mille. Là, c'est 20 30 000. Là, c'est quasiment le triple. Comment on réfléchit? Comment on se construit autour de ça? Est-ce que, entre guillemets, tu te prends plus au sérieux? Quand je dis plus au sérieux, pas que je pense que tu ne l'es pas, mais parce que tu te dis au début, je le fais voilà, pour me faire plaisir avant tout et puis transmettre aussi aux autres. Est-ce que tu commences à te structurer? Qu'est-ce qui change quand on commence à grossir en termes d'audience? Hmm. Il y a deux aspects à ça. Alors ça va être vraiment mon expérience personnelle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent soit s'identifier à ça, soit penser complètement autrement. La première chose qui s'est passée, c'est que justement, on se prend au jeu et on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Donc c'était pas tant se dire: «Oh, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, je veux que ça devienne sérieux, je vais faire les choses différemment, plus stratégiquement, et cetera». C'était plutôt: «OK, on est à 1000 ou 2000 écoutes par mois», donc ce qui était mon cas. Comment est-ce que je passe à 10? Qu'est-ce Hmm. qui va faire la différence pour faire un x10 sur mon nombre d'écoutes? Et donc c'est là où j'ai commencé à tester plein de choses. Alors certes, qui étaient très stratégiques, qui étaient réfléchies dans le sens de: «Je veux faire un x10 sur mon nombre d'écoutes», mais qui n'étaient pas en mode: «Ouh là là, ça devient sérieux». C'était plus du challenge. Hmm. Par contre, dans un second temps, j'ai aussi vécu l'inverse, qui était de me dire: «Oh là là, maintenant il y a, 80-100 000 personnes qui m'écoutent par mois», et c'est là, en fait, où je pense que j'ai péché, que j'ai fait des certains downs dans mes écoutes. Je me suis pas trop prise au sérieux, mais je me suis trop mis la pression de me dire: «Il y a tellement de personnes qui m'écoutent qu'il faut que ce soit toujours mieux, toujours Hmm. différent, toujours et cetera», et en fait, je me suis tellement mis la pression à moi-même que je pense qu'il y a plein de choses que je me suis censurée, où j'ai peut-être perdu, selon moi, un peu d'authenticité, un petit peu du côté très, joyeux, où j'étais beaucoup plus dans la réflexion business. Alors toujours avec à cœur effectivement que l'audience y trouve son compte, mais à partir du moment où j'ai trop réfléchi, j'ai vu mes écoutes descendre. Je pense que c'est dans le choix des épisodes, dans le choix des invités, dans peut-être ma manière d'être aussi, mais ouais, j'ai vu ça. C'est bien de cette transparence, ce que tu dis, ce que tu racontes, c'est pas forcément évident à avouer. Tu le dis vraiment avec générosité, c'est génial. Et du coup, bon, maintenant, c'est entre guillemets derrière toi, parce que tu as de l'expérience, ça fait 4 ans. Euh, Comment on fait justement pour pas se perdre? Tu as ce recul justement pour, je pense, nous en parler. Tu parlais d'authenticité. En fait, il y a une pression, j'imagine, que tu t'es mise par rapport au fait que voilà, ça monte, c'est cool, il faut que je sois de mieux en mieux. Comment on fait pour rester soi-même? Peut-être pas rester à la hauteur des deux trois écoutes à l'époque, parce que là, ça devient vraiment un podcast écouté par toutes et par tous. Donc, c'est génial, dans toute la France, un peu partout. Comment on fait justement pour rester concentré après? Une fois que tu as vécu un peu ces moments de down, une fois que tu as eu ces chutes, comment on se dit, bon, maintenant, moins de pression, on continue de faire ce qu'on aime, et puis les gens suivent, tant mieux, les gens ne suivent pas, on peut pas plaire à tout le monde quoi qu'il arrive.
C'est une bonne question. J'ai pas encore trouvé la formule miracle parce que je fais partie de ces personnes qui j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur du tout au début, mais plus je progresse et plus j'ai des résultats, plus je l'ai. Parce OK. que j'ai l'impression que du coup, il faut vivre à un certain niveau d'attente de l'audience, des auditeurs et cetera, si on parle du podcast et de faire toujours mieux et c'est difficile de faire toujours mieux que le soi d'avant, quand le soi d'avant était déjà très, très bon et on se flagelle d'autant plus rapidement quand le nous d'aujourd'hui, on le trouve moins bon que le nous, d'hier ou de l'année dernière Mmh. et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans une situation, d'instabilité, d'incertitude par rapport à ça que je l'ai jamais été mais l'avantage, c'est que du coup, on apprend beaucoup, on progresse beaucoup et ça nous pousse, sans cesse à nous challenger. Donc c'est comme tout, hein, il y a des avantages et des inconvénients. Mais, une phrase qu'il y avait une amie Chloé Bloom, que tu connais peut-être, qui m'avait dit un jour, qui m'avait beaucoup marquée quand je lui avais parlé, un peu partagé ça. Elle m'a dit: «Il y a que les personnes qui ne se réinventent pas qui deviennent obsolètes» et en Mmh. fait, je pense que c'est aussi OK de se dire qu'on évolue avec notre temps, avec notre audience. Nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs et podcasteurs, là, dans le cadre du podcast, on évolue beaucoup en termes de, sujets qui nous hype. Il y a des sujets, au bout d'un moment, on les a torchés, on a envie de parler d'autre chose et qu'il faut accepter aussi que les écoutes de notre podcast, que la croissance de notre podcast, que la thématique de notre podcast évolue avec nous et dans évolution, il y a des fois, c'est des hauts, des fois, c'est des bas. Il y a des fois, l'audience se renouvelle parce que l'ancienne audience ne se reconnaît plus ou se reconnaît moins dans la nouvelle, ligne directrice qu'on prend et même sans parler de changement à 90 degrés dans notre ligne éditoriale ou dans notre manière de construire des épisodes, ben, parfois, nous, on a juste envie de faire des changements à 10 degrés, 20 degrés. Mais ça, des fois, ça suffit en fait à ce qu'on perde une partie de l'audience ou pas. Mmh. Donc je pense que c'est un équilibre entre qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, que je peux continuer, à mettre en œuvre et sur lequel je peux capitaliser aujourd'hui et en même temps, aussi savoir être honnête avec soi-même et se dire: «Bah, ce qui marchait il y a 2 ans pour moi ne va peut-être plus fonctionner pour moi aujourd'hui. Il faut aussi que je fasse le deuil de ça» et en même temps, tu parlais de comment est-ce que je fais pour ne pas me perdre, mais parfois on perd le nous d'avant parce que ce n'est plus le nous d'aujourd'hui, mais du Mmh. coup, il faut trouver le nous d'aujourd'hui. Le Alors j'ai maître l'impression d'être mot, partie dans des concepts, non, tu non, me mais dis si j'aime j'étais bien. claire ou pas, mais Je pense que tout le monde nous a entendus, nous a suivis. Moi, je suis pas parti, hein, je suis resté, j'ai bien aimé ce que tu as dit, j'ai compris. Je pense que les auditrices et auditeurs aussi. Il y a qu'un mot, hein, dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le maître mot, c'est adaptabilité. Et quand je dis mmh, entrepreneuriat, podcasteur, c'est la même chose. À partir du moment où tu entreprends, tu définis une stratégie éditoriale, tu es dans l'idée de trouver un business. Moi, j'ai eu une période vraiment compliquée en juin 2024 où j'arrivais plus à écrire, que ce soit sur les réseaux, création de contenu, j'arrivais plus à trouver des idées par rapport au podcast, par rapport au choix des invités. Je commençais un petit peu à me lasser, entre guillemets. C'est aussi pour ça que cette troisième saison est arrivée, pour diversifier les choses et continuer d'apprendre, parce que je pense, j'ai parlé d'adaptabilité, toi, tu as parlé d'évolution. L'être humain, qu'il soit entrepreneur, cadre ou salarié, il a besoin aussi constamment d'évoluer, de se challenger, mmh. d'avoir des défis. Et c'est pas simple, c'est pas évident. Tu as réussi à le faire. Bon, tu es encore en combat contre ça, j'ai l'impression, mais en tout cas, c'est inspirant pour les gens qui veulent créer quelque chose, que ce soit un podcast ou un projet en règle générale. Tu l'as très bien résumé. Merci beaucoup, venant d'une personne qui fait 100 000 écoutes par mois, ça me touche profondément. Tu le sais ou pas? Euh, on parle avec toi de cette deuxième première fois où on continue dans l'avancée, où tu as fait ton premier million d'euros. Mmh. Moi, j'aime bien les chiffres, mais j'aime bien aussi qu'on les détaille. Je sais que tu es assez à l'aise avec ça. Quand je dis les détails, c'est pas alors combien tu as gagné, combien tu t'es versé en salaire. C'est pas du tout ça. C'est justement, quand je dis les détails, c'est comprendre les épreuves, les difficultés que tu as traversées pour y arriver, les étapes que tu as mis en place pour le faire, et pas justement avoir un petit peu ce discours de vendeur de trompette. Je sais que tu l'as pas, mais c'est généralisé parfois sur les réseaux où en une semaine, j'ai fait 1 million d'euros. Ce qu'on dit pas souvent, c'est que les gens, ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans d'expérience avant d'arriver à ce premier million. Et c'est pour ça que je suis très curieux de savoir comment tu as réussi à atteindre du coup cet objectif. Il y a plein de choses. Alors ça commence à dater d'il y a déjà 2 3 ans. J'étais en train de réfléchir en même temps que de ta question, parce que c'était en 2021 ou C'est des questions 2022 le longues, 1er hein, million. désolé. Non, 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 mais c'était très, très clair, mais je voulais être la plus précise possible dans ma réponse. Je pense que la chose numéro 1 à comprendre pour, comprendre comment ça s'est passé ce premier million, c'est que j'ai capitalisé sur un seul produit et que je l'ai rendu excellent. En fait, je me suis pas éparpillée à faire plein de choses différentes. J'ai pas essayé, de diversifier mes sources de revenus, hein, même si je sais que c'est un conseil qui est souvent donné et que je respecte et je trouve très juste sur certains cas de figure. Moi, j'avais une seule offre que je vendais, donc la fameuse académie dont je parlais dans ma présentation, sur laquelle on a un peu, on en a pas parlé et vraiment, j'ai mis tout mon cœur et j'ai lancé 2 ou 3 promotions avec,
après lesquels j'ai vraiment fait évoluer le produit, je l'ai refait, j'ai retourné, j'ai filmé, j'ai amené de l'accompagnement, du mentoring, du coaching individuel. Enfin, vraiment, j'ai écouté les retours de mon audience et je me suis concentrée sur comment est-ce que je rends ce produit excellent selon mes critères, mais aussi en termes de résultats clients, et cetera. Et donc, j'ai perfectionné ça et j'ai perfectionné le marketing autour des lancements de ce produit-là. Mmh. Ça, plus le fait que je capitalisais sur 2 3 ans d'audience organique construite avec du contenu, avec le podcast, comme on en parlait, et cetera, ça a donné le premier million. Génial, et j'aime bien en fait, tu as une seule offre, autour il y a plein de trucs, il y a plein de casquettes, il y a plein de fonctionnalités, plein de services, tu as dit que tu as rajouté du mentoring, mais j'aime vraiment ce discours-là et je pense que si les gens nous écoutent, faut qu'ils comprennent un truc. Moi, je suis de cette école où tu te concentres sur un produit, comme tu te concentres sur un seul réseau social. Hem, le podcast, c'est différent, il te balance sur plusieurs plateformes. Bon, tu pas besoin entre guillemets de mais si tu es sur LinkedIn, tu te concentres à 100. Si tu es sur LinkedIn, Instagram et YouTube et que tu fais du coup pas du 100% mais du 33% chacun, on va pas forcément avoir les mêmes résultats. Alors que là, sur une seule offre, quitte à la réajuster, quitte à la modifier, et tu vas avoir des retours de clients, tu vas avoir aussi des gens qui vont te dire ce qui fonctionne pas bien. Ça veut pas dire on a une seule offre et on la laisse germer, on la laisse pourrir, entre guillemets. Au contraire, on la fait évoluer. Mais c'est vraiment dangereux, je trouve, aujourd'hui, d'avoir 2, 3, 4, 5 offres. Moi, je reçois des messages parfois très automatisés sur LinkedIn où les gens disent je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et moi, je lui réponds mais humainement, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Et généralement, j'ai Mmh. pas de retour. La prospection automatisée. Je suis d'accord avec ça. On vit aujourd'hui dans une ère, surtout, en termes de business, où il y a beaucoup de gens qui font du très bon travail parce que ça devient très accessible aujourd'hui de faire du bon travail et que si on ajoute des offres, moi, ajouter des offres, c'est ajouter de la complexité et c'est quelque chose qu'on peut faire, mais qu'une fois que la base fonctionne vraiment et vouloir créer trop de choses en même temps, pour moi, c'est se rajouter de la charge mentale, de la charge de travail, de la charge logistique, de la charge de gestion, de la charge financière aussi et c'est pas forcément ce que je recommanderais. VS, créer un produit, se concentrer à 100 dessus. Puis une fois que le produit est bien, fonctionne, c'est pas tourne sans nous, mais on sait qu'on a atteint un certain critère d'excellence qui nous convient, on peut rajouter d'autres choses à notre catalogue. Hmm. Mais une chose à la fois. Assez d'accord, hyper intéressant. Tu as dit dans une interview, je ne connais pas un seul entrepreneur qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui n'a pas eu un épuisement émotionnel par la suite. Ça nous amène du coup à cette troisième première fois. Tu as vu, je fais bien la transition. Euh, C'est magnifique. où justement, bah, tout ça, ok, c'est cool, mais tu as eu beaucoup de travail. Tu dis, il y avait aussi 3 ans de podcast, donc on n'imagine pas, mais c'est le choix des idées, le choix des invités, le choix de la stratégie éditoriale, plein de choses. Puis ce business-là, gérer les clients. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que c'est un surmenage parce que tu travaillais beaucoup trop? C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est comprendre un petit peu ce qui t'a amené à ça pour que les gens qui nous écoutent aussi, qui ont peut-être les mêmes ambitions que toi aujourd'hui, savent dès le départ ce qu'il faut faire parce que la santé mentale aujourd'hui, c'est hyper important et on attend en général que Dame Nature nous envoie la facture pour réagir et je trouve ça vraiment dommage. Qu'est-ce qui justement t'a poussé à cet épuisement émotionnel? C'est une très bonne question, c'est un de mes gros sujets du moment aussi. J'aime le fait que tu parles d'épuisement émotionnel ou pourrait même parler d'épuisement tout court. J'aime pas employer le terme burn-out parce que pour moi, c'est un terme médical qui doit être diagnostiqué, traité en tant que tel et cetera. Ce qui n'a pas été mon cas, il y a pas eu de suivi médical derrière, mais en tout cas, ouais, un gros épuisement et effectivement, je ne connais pas un seul entrepreneur qui ait franchi le million et qui m'ait dit: «J'ai jamais fait un burn-out» ou «J'ai jamais fait un épuisement de ma vie». Donc est-ce que ça veut dire que c'est forcément, comme tu le dis très bien, la facture à payer? J'ai envie de croire que non. Malheureusement, dans les faits, c'est quand même beaucoup ce que je vois. Je pense que pour moi, il y avait des signes avant-coureurs qui étaient très trompeurs parce qu'on est tellement passionné par, notre, business qu'on peut manger, boire, respirer notre business H24. C'était mon cas, je travaillais 14 heures par jour, mais j'avais tellement de plaisir à le faire. J'avais pas envie de prendre de week-end, j'avais pas envie de prendre de jours off et en fait, vraiment, pendant 2 3 ans, j'ai travaillé non-stop avec le plus grand des bonheurs et je me souviens que les premiers signes où j'étais un peu fatiguée, ça remonte il y a quand même longtemps, hein, ça remonte à l'été 2020 quand j'étais en train de préparer mon premier gros lancement de mon académie. Donc Mhm. moi, c'était la première fois que je faisais un lancement à 6 chiffres. On avait terminé à 350 000 €, et cetera. Pour moi, c'est la première fois que je faisais, autant d'argent aussi vite et cetera. Donc on s'était pas encore le million, mais on commençait à taper dans les centaines de milliers et je me souviens que j'avais tellement bossé pour la refonte et le lancement pendant cet été-là, que quand j'avais commencé à animer à la suite du lancement la promotion, à accompagner mes élèves, je sentais qu'il y a des moments où, malgré l'envie, le corps avait moins envie que ma tête. Et en Hmm. fait, à partir de là, les choses se sont accélérées. 2022, 1er million et cetera, où
je sais plus si c'est 2021-2022, mais on va dire 2022, c'était, mon premier million. Après, il y a eu les recrutements, les choses comme ça et en fait, je me suis jamais vraiment arrêtée et évidemment, le corps, il est de plus en plus fatigué et j'aime bien parler des symptômes de la plume, la pierre et le parpaing Mmh. où en fait, notre corps va nous envoyer plusieurs niveaux de signaux. Au début, c'est juste, bah, je suis un peu fatiguée. Après, c'est j'ai de la migraine, j'ai tendance à souvent me coincer le dos, avoir des torticolis. Moi, j'ai eu un moment où je crois en l'espace de 4 mois, j'ai fait 4 entorses, en fait. Ouais. J'arrêtais pas de me faire des entorses aux chevilles, parce que je loupais une marche dans les escaliers que je prends tous les jours, les choses comme ça et jusqu'au jour où certaines personnes, arrivent, au parpaing, donc le dernier niveau où c'est les fameux symptômes qu'on décrit aujourd'hui comme ceux étant du burn-out, de: «J'arrive plus à me lever, je me suis complètement effondrée, mon corps a complètement lâché» et cetera et je pense que c'est extrêmement dur de détecter les signaux des niveaux précédents parce qu'ils peuvent être associés à autre chose ou alors c'est très facile de dire: «Oh bah non, je suis juste un peu fatiguée» ou «J'ai juste une migraine en ce moment» et en plus, il y a un certain déni aussi Mmh. où malheureusement la prévention de l'épuisement, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'on est nous-mêmes dans le déni et en plus on est passionné par ce qu'on fait, donc on n'a aucune raison d'arrêter et que, bah, jusqu'au moment où on est au pied du mur, c'est très difficile de faire marche arrière et de reconnaître qu'on a besoin de repos. En tout Mmh. cas, toutes les personnes qui sont passées par là le disent, oui, avec le recul, je vois les signaux, mais en fait, sur le moment, je voulais pas les voir, quoi. Mmh. J'adore l'analogie avec, la plume, le papier et le parpaing. C'est bien ces La 3 là. plume, la pierre et le La parpaing, ouais. pierre, le papier, non le papier, c'est pas ça. J'aime j'aime beaucoup, cette analogie-là. Moi, quand j'avais justement cette dépression, j'avais des vertiges, je n'étais pas concentré, j'étais dans le déni. Tu parles aussi, toi, d'être dans le déni et que c'est difficile aujourd'hui de faire de la sensibilisation pour ça et qu'il y a que ceux qui sont passés par là qui peuvent justement prévenir et que j'ai quand même l'impression que un peu comme les difficultés, les échecs et les entrepreneurs, quand tu dis, tiens, pour prospecter, il faut parfois prendre son téléphone et appeler, puis tu en as qui préfèrent simplement mettre une publication sur LinkedIn et attendre que ça tombe, ce qui correspond seulement à 10% de la prospection, alors que quand on prend le téléphone, en général, on a 80% plus de résultats. J'ai l'impression qu'il faut passer par là, en fait, pour s'en rendre compte. Parce que, comme tu dis, on est dans le déni. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus de témoignages à mettre en avant de personnes comme toi, de personnes comme moi, d'autres personnes qui ont vécu vraiment des situations dramatiques, qui parfois ont été plus loin, jusqu'au bord du suicide, enfin, jusqu'à l'envie en tout cas de penser au suicide. Bon, c'est pas pour plomber l'ambiance hein, du podcast, mais c'est comprendre quelles seraient les actions à mettre en place pour sensibiliser donc des gens qui sont dans le déni. Et est-ce que ça partirait de témoignages de personnes qui l'ont vécu et qui le vivent actuellement? C'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Maintenant, on parle aussi du burn-out du youtubeur, pour parler de tous ces youtubeurs, tous ces créateurs de contenu, parce que beaucoup d'entre nous sommes des créateurs de contenu qui, au bout d'un moment, arrivent à une phase où pendant des mois, ils ont besoin de stopper complètement leur activité. Je sais que Squeezie l'a fait aussi, assez récemment. Est-ce que c'est un burn-out? Pas forcément, mais en tout cas, il y a cette perte de créativité, de sens, de choses comme ça. Donc le fait d'en parler, je pense, aide les gens à relativiser dans le sens où je ne suis pas tout seul. C'est pas j'ai pas un problème, c'est quelque chose qui est d'assez commun. Par contre, dans un autre, prisme, si je dois me baser sur ma propre expérience, même si tout le monde m'en parlait, même si je le voyais arriver autour de moi, il y avait une espèce de petite voix en moi, de toute puissance qui disait: «Ça arrive aux autres, mais pas à moi». Hmm. Et je pense que même si à l'époque tout le monde m'en avait parlé, même si à l'époque j'avais entendu des dizaines de témoignages de gens qui disent: «J'ai fait un burn-out, il faut faire attention» et cetera, j'aurais continué à me tenir ce discours de: «Oui, mais moi je saurais m'arrêter à temps, ça Hmm. va pas être pareil» et cetera. Alors que je suis désolée, ça a juste été pareil que tout le monde. Donc est-ce que vraiment en parler suffit à faire la prévention? Est-ce qu'il y a vraiment moyen de le faire? Est-ce qu'on est obligé à un moment de se brûler un peu, même sans aller jusqu'au burn-out, pour vraiment commencer à se rendre compte? Je fais partie de ces personnes à qui on a beau dire, «Attention, c'est chaud» en parlant de la cheminée, tant que j'aurais pas posé la main dessus, je n'intégrerai pas ça dans ma tête. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je fonctionne un peu comme toi. C'est pendant les 3 4 premières années, justement, je fonctionnais en mode guerrier, warrior. Il y a personne qui peut m'atteindre. J'y vais avec ma fourchette en plastique et je reviens avec un trident. Et au final, il y a un moment donné, la lumière de la pièce vraiment qui s'est éteinte, le cerveau ne fonctionnait plus. Et c'est là où tu comprends que bah, toi, tu veux pas arrêter, mais par contre, il y a quelqu'un qui t'arrête. Mais ouais, comme tu dis, en parler, faire des témoignages. Et je pense que de toute façon, ça se démystifier un petit peu plus. On en parle vraiment souvent sur les réseaux, donc espérons en tout cas que ça interpelle un peu plus les gens, notamment. Mon souhait par rapport à ça, ce serait avant tout que les gens se disent: «Ça existe, c'est possible qu'à un moment j'ai des symptômes» et juste entrer en conscience dans ces symptômes et la manière dont on les expérimente. Est-ce que vraiment j'ai envie de croire que je suis tout puissant et que je vais pas être comme les autres et je choisis de continuer à me brûler, d'aller jusqu'au bout?
Ou est-ce que je détecte les symptômes, j'en ai entendu parler avant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là et je choisis de soit calmer le jeu, soit ralentir, soit faire les choses différemment, mais en tout cas d'apporter un peu plus de conscience et d'intentionnalité dans la manière dont on traverse et vit ça, sachant que c'est des choses qui, en tout cas moi dans mon cas, se sont installées sur 2 ans. Donc on voit les choses venir, généralement on a des signaux, on a des personnes autour de nous qui tirent la sonnette d'alarme, Mmh. c'est pas en un mois que le truc se déclare, quoi. Ah ouais, bon, c'est des choses qu'on peut sentir, même si on est dans le déni, on peut sentir que voilà, là je viens de me péter la gueule 4 fois, j'ai 4 entorses, il y a un truc qui cloche quand même. Petit aparté, du coup, j'aime bien maintenant changer un petit peu ma manière de faire dans le podcast. Je pose des questions un petit peu plus personnelles, business. Quand je dis personnel, c'est je m'entends et tu vas voir c'est quoi les questions. Avant de commencer ces petites questions-là, tu as 3 casquettes aujourd'hui. Euh, Coach business, The Bee Boost et podcasteuse. Je ne te le souhaite pas et je souhaite que tu ailles encore le plus loin possible. Si demain tu devais en choisir qu'un, il y en a 2 qui s'arrêtent, ce serait quoi? Oh, c'est très, très dur. Je pense que je dirais c'est très dur. Je suis pas C'est gentil, pas hein. sympa, Alexandre. Non, je pense que je dirais, The Bee Boost, la casquette entrepreneuse, dans le sens où je pense que même si j'aime tout, vitalement, j'ai besoin d'être entrepreneuse et j'ai besoin de diriger un business et de le faire Hmm. grandir. Ça pourrait être une boulangerie, ça peut être un salon de coiffure, ça peut être, de l'industrie, ça peut être j'apprendrai, il y a pas de problème, mais ça c'est ça qui me hype. Je pourrais pas dire ça du coach business, même si c'est un truc que j'adore. Aujourd'hui, en vrai, je coach beaucoup plus rarement que je manage, par exemple. Ok. Et le podcasting, même si j'adore ça, si demain je suis interdite de podcast parce que, Apple Podcast a décidé que, j'étais, je sais pas, persona non grata, je ferai du YouTube, je ferai du blog, je trouverai un autre moyen de m'exprimer. Je t'inviterai, on fera des épisodes tous les jours. Merci. Mais du coup, ouais, s'il y a une casquette dont je pourrais pas me passer, en termes d'épanouissement, c'est celle, d'entrepreneuse. Ok, merci pour ta réponse. Donc les 100 000 écoutes par mois du podcast, on oublie. Oui. Oui, Ok. parce qu'en face, il y a les 2 millions de chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est beaucoup plus rentable. Mais après, j'imagine aussi que c'est ça qui t'a permis, enfin, le podcast qui t'a permis de. Non, ma question, elle n'était pas très sympa, mais j'aime bien un Mais petit j'aime peu. bien les questions pas sympas parce que ça pousse à être très honnête aussi. Autre question, cette fois un peu plus personnelle, tu vas voir, c'est beaucoup plus détente. Ton plat préféré pour mieux apprendre à te connaître? Ça tourne souvent entre deux trois plats. En ce moment, je dirais, les lasagnes. Hmm. Et la lasagne classique ou genre lasagne un peu épinard, lasagne réinventée? Classique. Classique. Classique, Alexandre. Les gens ne le savent pas, il est midi 24. Ça y est, j'ai la dalle. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé cette question-là, j'aurais pas dû. Ok. Merci pour cette réponse. Tu as dit plusieurs plats, donc là, on en a qu'un pour l'instant. J'ai une passion aussi pour les croque-monsieur. J'adore les croque-monsieur et je vais même jusqu'à aimer les croque-monsieur de la SNCF quand je suis dans le train. Ah, qui proposent eux-mêmes, d'accord. Voilà, exactement. C'est pas les meilleurs du monde, mais en fait, je sais pas, j'adore les croque-monsieur. Je trouve ça trop cool, c'est bon et toutes les déclinaisons là, pour le coup, sont OK. Ils sont chauffés, ceux de la SNCF? Ouais. Ouais, Ok, je ne je savais te pas. conseille de les goûter, c'est un vrai voyage gustatif, sans mauvais jeu de mots. Si vous nous écoutez, SNCF, je vous donnerai l'adresse pour que vous puissiez m'envoyer des croque-monsieur, ou sinon je prendrai un train. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand le moral il est en baisse? Ouh, en T'as fait, vu, ça va on passe du changer. plat au moral. Bon, Ouais, ça me un va. peu fait exprès. Je mange des lasagnes. Non, c'est pas vrai. Ça va dépendre des périodes. En fait, moi, je suis très monomaniaque, c'est-à-dire que je vais avoir des phases en termes d'aliments. Là, je t'ai dit, en ce moment, c'est lasagne, mais il pourrait y avoir les croque-monsieur. Mais même en termes de divertissement. Si tu me demandes là, maintenant, à l'instant T, ce que je fais en ce moment pour me détendre, me vider la tête, c'est que je joue à Tropico, ce qui est un jeu, sur ordinateur. Alors ça ne s'invente pas, mais tu incarnes un dictateur et tu dois, monter une ville et faire en sorte que le système fonctionne. Donc bon, tu me diras, entrepreneur ou pas Hmm. entrepreneur. Hem, mais j'y avais pas joué depuis 2 ans. Mais en ce moment, je suis repartie à fond dedans. Je vais avoir des périodes où ça va être, par exemple, je vais regarder, une certaine série que je vais poncer, mais je me mets en mode monomaniaque sur quelque chose. Ok, hyper intéressant ta manière de faire et de voir les choses. Autre question, la première fois que tu t'es senti toi-même, je donne du contexte. T'es passé par plein de phases où justement tu es au bord de la piscine, tu te dis je veux être podcasteuse, après il y a le business qui arrive, après il y a d'autres choses qui s'enchaînent. On est parfois dans un engrenage, on a parlé un peu d'épuisement émotionnel, il y a ce déni où on se dit là je suis fatigué, ça va pas, nanana. La première fois que tu t'es senti bien, j'ai mon business qui tourne, je suis assumé, je suis bien dans mes baskets,
C'était quand? Est-ce qu'il y a eu plusieurs premières fois ou est-ce qu'il y a vraiment une période de ta vie où tu t'es senti waouh, en phase et toutes les planètes étaient alignées? Je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais j'ai un moment dans ma tête qui était un peu, on va dire, le paroxysme de ce sentiment-là. Après avoir fait mon premier million, ah bah, du coup, c'était en 2022. Après avoir fait mon premier million, il se trouve que 2-3 semaines après, c'était mon anniversaire et c'était mes 30 ans et du coup, je m'étais dit: «Une fois dans ma vie, j'ai envie de me faire un énorme délire, d'organiser un anniversaire incroyable, d'inviter tous mes amis, toute ma famille aussi» et j'avais, alors je savais pas à l'époque que j'allais faire mon premier lancement, à 1 000 000, à 4 000 € près, on était à 1 000 000 et j'avais, je crois en vrai, je vais être très transparente avec toi, hein, c'était un moment où, je me payais bien. J'avais beaucoup d'économies de côté. J'ai claqué 13 000 € pour organiser l'anniversaire de mes rêves. Donc j'avais pris une event planner, on avait, privatisé une péniche à Paris, on avait fait ça sur un thème, c'était Euphoria et cetera. J'avais invité 70 personnes et cetera et je me souviens de ce sentiment de vivre cette soirée entourée de tous mes proches, de tous les gens que j'aimais, d'avoir un truc où vraiment, tout était au top. La soirée avait été incroyable. Je venais de terminer le meilleur lancement de ma vie. 3 jours après, je déménageais à Nice parce que j'avais commencé à prévoir mon déménagement, j'étais dans les Mmh. cartons. Mais vraiment, il y avait cette espèce d'énergie porteuse où j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter et je me suis sentie vraiment bien, vraiment à ma place en me disant, ça, c'est ce que j'ai construit, c'est ce que je peux offrir aux gens aussi, c'est la personne que j'ai envie d'être et d'incarner et c'était pas tant l'extravagance de l'événement, même si ça fait toujours plaisir de faire ça une fois dans sa vie, mais vraiment le sentiment d'être entouré de Mmh. toutes ces personnes-là et de tous ces changements qui emmenaient vers du mieux en termes de résultats dans l'entreprise, en termes de déménagement pour une nouvelle vie et cetera. J'adore ce partage. Je me suis imaginé avec les invités en fait, à la soirée et te voir un petit peu contente de tout ce qui se passe. On dit souvent l'argent, ceci, cela, là, oh, 13 000 €, ça peut paraître beaucoup. En fait, tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui galèrent, mais même ceux qui ont beaucoup d'argent n'osent pas faire ce que tu as fait, n'osent pas faire ce genre de choses. Se faire plaisir et marquer un instant précis, pour moi, c'est ce que tu as fait, c'est comme si tu fêtais une victoire et c'est hyper important. «Oh bah, ça coûte cher quand même, 13 000 € la victoire». Ouais, OK, on peut réfléchir comme ça, mais c'est aussi important parce que tu t'es bien senti, puis après, ça t'a donné envie de passer des caps, de lancer des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Et je pense qu'on est obligé parfois de marquer des coups d'arrêt dans le business et dans l'activité. Ça passe parfois par ces épuisements émotionnels, ça passe parfois aussi par ces dépenses pour un petit peu, bah voilà, c'était une occasion spéciale, ton anniversaire, tu invites tout le monde. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça fort. Et on devrait tous, alors peut-être pas dépenser 13 000 € là le mois prochain, mais on devrait tous un petit peu s'inspirer de toi pour marquer en tout cas les événements et créer et fêter ces victoires. Et tu vois, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que 13 000 € c'est trop? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est extravagant? Bien sûr que oui. Est-ce que c'était inconscient? Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'on m'a déjà posé la question, tout a été payé en perso, hein. C'est pas du tout passé en frais d'entreprise, ça aurait été trop facile, donc c'est vraiment du perso, perso. Heu, mais en même temps, je me dis: «C'était mes 30 ans». Ça m'a permis de marquer une période de ma vie où il s'est passé beaucoup de choses et en fait, aujourd'hui, j'en garde que des bons souvenirs et tu vois, Mmh. là, à titre perso, je serais incapable de remettre 13 000 € dans un événement et je le ferai pas. Mais le fait de l'avoir fait une fois dans ma vie et de me dire: «Je me suis permis cette extravagance et ce côté truc», enfin, c'est il faut pas faire ça, mais en même temps, il faut le faire. En fait, j'ai pas de regrets. J'aime bien, j'aime beaucoup ta transparence, mais on n'a pas besoin de se justifier. Les gens, ils sont pas contents, c'est pareil. Du coup, tu m'as donné une idée. Moi, j'approche de mes 40 ans pour l'année prochaine et je vais essayer de dépenser plus que toi, 13 000 € pour mes 40 ans. J'inviterai tous mes amis. Moi, je m'étais dit que je ferais un changement de chaussures toutes les heures, parce que je collectionne les TN, je suis collectionneur de pas mal de trucs. Donc, sur 10 heures dans la journée, il faudrait que j'ai 10 TN différentes. Voilà, c'était juste une idée. J'adore, j'adore. Tu m'as donné une idée. Et je te jure que je le ferai. Quand je dis quelque chose, je le ferai. Je Bah, je connais t'enverrai. une très bonne event planner si tu as envie, parce Ouais, que moi, j'étais en plein lancement, donc c'est elle qui a tout organisé et franchement, elle était top. et je t'enverrai toutes les factures mises bout à bout pour voir si on arrive à la hauteur de 13 000 €. Il y a peut-être des trucs que je ferai passer en société, mais on verra. Non, on verra. Je plaisante. Ta couleur préférée? J'ai envie de dire le noir. Noir? Ah, c'est pas une couleur. Si, c'est une couleur, je décide que c'est une couleur. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie aujourd'hui? Hem, oh, il y a plein de choses, mais alors ça va être un peu, canard, mais la première chose qui me vient en tête, c'est, la vie de couple que je construis. Ok. Qui est un élément fondamental pour toi. C'est vraiment le socle qui te permet aussi de tenir par rapport à tous tes autres projets. Ouais, je pense que il y a double raison à ma réponse. La première, c'est que c'est quelque chose d'assez nouveau parce que ça fait une petite année, donc
et j'ai quitté 7 ans de célibat, donc c'est très nouveau pour moi, c'est un gros changement de vie et je savoure chaque instant. Et la seconde raison à ma réponse, c'est que, c'est très tumultueux d'un côté, business, professionnel, cette année 2024 et que c'est vraiment le socle qui me permet de tenir le coup. Alors question, mais pas personnelle, moi j'entrerai jamais dans ta vie, personnelle, mais est-ce que justement cette nouveauté pour toi, parce que tu l'as dit pendant 7 ans tu étais célibataire et là tu as quelqu'un qui rejoint ta vie, donc on sait que quand on est, en couple, on est un peu la moitié de l'autre, on est un peu à 50 de ce que dégage l'autre aussi, en règle générale. Heu, Est-ce que du coup ça tu l'as dit toi-même, ça te donne ce socle? Est-ce que ça change aussi un peu ta vision du business? Est-ce que ça apporte un plus ou au contraire, c'est, un petit peu la même chose qu'il y a 4 ans avec le podcast ou avec, The Bee Boost notamment? Comment ça, c'est que tu entends quoi quand tu dis: «C'est la même chose qu'il y a 4 ans avec le podcast et avec The Bee Boost»? Alexandre, pourrais-tu formuler des questions très claires pour tes invités? Ce serait déjà une très bonne chose. Par rapport à ton business, par rapport à ce que tu as connu avant quand tu étais célibataire, est-ce que le fait d'être en couple aujourd'hui où, je pense que l'être humain, en fait, pour vivre, pour être bien, il a besoin d'être heureux et amoureux. Mmh. Je sais plus qui disait ça, mais c'est hyper, hyper puissant. Est-ce que ça te donne une impulsion supplémentaire ou au contraire, est-ce que ça change pas vraiment grand-chose par rapport à ce que tu as mis en place quand tu étais célibataire? J'espère que c'est plus clair. Ah, je dirais la réponse D, Jean-Pierre, dans le sens où ça me donne un socle, ça m'oblige à incarner une nouvelle identité que je n'avais pas avant, qui est la Aline en couple, mais du coup, ça me donne une identité en dehors du business, qui est très importante et que souvent on oublie quand on monte son entreprise. On devient parfois son entreprise, on incarne Mmh. son entreprise et des fois, en tout cas, moi, ça a été une de mes erreurs, je pense, que j'ai faites. J'étais tellement devenue mon business que mon estime de moi-même, ma confiance en moi était reliée à mes performances. Donc tout s'est bien passé au début, donc c'était très bien. J'ai beaucoup gagné confiance en moi. Le problème, c'est que dès qu'il y a eu des petits, ratés en termes de business, ça atteignait ma confiance en moi et le fait de me construire déjà une identité de personne à part entière en dehors du business, mais aussi aujourd'hui d'avoir le couple en dehors du business, m'aide à beaucoup plus relativiser quand les choses vont moins bien Mmh. et de me dire, si mon business, bat un peu de l'aile, c'est pas parce que je suis pas bien, c'est pas parce que je suis pas à la hauteur, c'est pas parce que je ne suis pas assez, c'est pas parce que je suis, trop ci ou pas assez ça, mais juste d'avoir un recul un petit peu plus tempéré ou et modéré. Donc ça m'apporte ça et je pense que ça m'apporte aussi un meilleur équilibre pro perso et je pense que c'est un très bon garde-fou contre l'épuisement dont on parlait, juste avant. OK, merci pour toutes tes réponses en passant du plat préféré, justement lasagne, à cette dernière question. Merci, c'était assez varié et diversifié. C'était pour créer un petit peu, justement une petite aparté entre ton parcours entrepreneurial qu'on retrace. Là, du coup, on arrive à une quatrième première fois où on parle de ton premier recrutement de salarié. Comment on pense à recruter quelqu'un? Est-ce qu'on sait qu'on va trouver le bon profil? Est-ce que c'est difficile? Comment elle vient cette idée de se dire: «Ça y est, là, il faut que je confie mon business à quelqu'un que je vais former»? Moi, il y avait plusieurs choses qui me tentaient dans cette aventure. La première, c'était la découverte. J'avais envie de dire: «Je recrute, un salarié». Il y a aussi un petit côté égo où quand tu bosses avec des freelances ou quand tu bosses avec des salariés, c'est un choix stratégique, mais aussi, c'est aussi représentatif que tu as des finances qui tournent suffisamment bien, de manière suffisamment stable pour pouvoir te permettre, cette charge. Quand je parle de charge, c'est pas charge humaine, hein, c'est charge financière, bien Mmh. évidemment. Il y avait ça et il y avait aussi une réflexion beaucoup plus stratégique de: «J'ai besoin de quelqu'un en bras droit dans mon business et je veux que cette personne soit exclusivement pour moi. Je veux pas la partager avec d'autres personnes. Mmh. Je veux que son talent soit pour moi. Je veux pas que les autres y aient accès. Je veux que dans sa tête, si elle pense que à moi quand elle pense pas à sa vie perso». Enfin, en fait, c'était un peu m'attacher à l'exclusivité d'une personne et ça, tu peux pas le demander à un freelance. Déjà, c'est illégal et en plus, il y a aucune légitimité à le faire. Donc ça a drivé le choix de prendre, une salariée, puis une deuxième par la suite et j'avais aussi cette démarche, bah, on parlait de couple, c'était un peu comme un couple, c'était soit je trouve la bonne personne, je la prends, soit je la trouve pas, je la prends pas. Ouais, j'aime Donc bien voilà, cette idée de c'est un peu comme un couple, c'est un peu ça, hein. En plus, la personne, tu vas l'avoir plus que ton compagnon, en règle générale. c'est vrai. Donc c'est en tout cas la semaine. Donc c'est hyper important de bien choisir, la personne, un peu comme un associé, je pense aussi. L'associé, c'est pareil, tu dois comprendre, beaucoup de choses. Tu dois le connaître dans l'intimité, dans le sens le rapport à l'argent, quand est-ce qu'il est dépensier, si les 2 sont pas du tout sur la même longueur d'onde, ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs salariés, je crois, 2, c'est ça aujourd'hui? Et tu travailles aussi avec des freelances? Exactement, j'ai 2 salariés, beaucoup de freelance, enfin beaucoup de freelance. Peut-être 2 salariés pour 4 freelance à peu près en termes, de ratio. OK. Et ta vision sur le long terme, est-ce que tu as envie de grossir ça justement à l'échelle, 10 collaborateurs, 50?
100, c'est quoi ta vision et tes projets par rapport au fait que maintenant tu aies testé la première partie, le premier recrutement? Est-ce que maintenant tu as envie justement de multiplier tout ça? Eh ben, écoute, tu m'aurais posé cette question il y a 1 ou 2 ans, je t'aurais dit: «Oui, oui, je veux aller à 100 collaborateurs» ou des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis un peu plus modérée dans mes propos parce que je me rends compte que j'aime avoir une petite équipe étant dans ma tête en dessous de 10 personnes à gérer au quotidien. Sans compter Mmh. les freelances plus ponctuels et cetera, pour des raisons d'organisation, de coûts, aussi de simplicité parce qu'au-dessus de 10 personnes, tu dois commencer à avoir des comités d'entreprise, des syndicats, des choses comme ça. Enfin, il y a de la complexité qui se rajoute. Aujourd'hui, on est une équipe où on s'entend toutes très bien, tout le monde est très autonome, on bosse 100 en télétravail en dehors de nos team building et ça me donne une flexibilité, une liberté au quotidien que je commence vraiment à apprécier de plus en plus. D'autant plus maintenant que ma vie perso se développe où, en tout cas à l'instant T, j'ai moins l'envie de me retrouver avec une structure et 50 personnes à gérer parce que Mmh. tu perds en liberté en tant que chef d'entreprise et leader au fur et à mesure que tu augmentes le nombre de collaborateurs. Ça, c'est une règle, malheureusement immuable. Complètement. On pense que justement, on va avoir des tâches justement en moins et que ça va nous dégager du temps, mais ça va nous rajouter aussi des responsabilités et certains problèmes. C'est assez vrai. Question du coup qui me vient par rapport au recrutement. Toi, tu as une visibilité quand même par rapport à une entreprise entre guillemets classique, lambda, qui veut recruter un profil. Comment tu gères cette partie-là? Tu mets une annonce ou tu mets simplement sur le réseau, je recherche tel profil. Donc, si tu le fais via ton réseau, ça veut dire que les gens bah, te connaissent, savent que c'est Aline Bartoli, la podcasteuse, The Bee Boost. OK. Comment tu fais pour gérer le côté compétence de la personne, l'intérêt vraiment de cette personne-là, et pas le côté fanatique, entre guillemets, de se dire ah, j'ai trop envie de travailler pour toi, c'est génial. Est-ce que c'est pas difficile à justement distinguer? Bah, ça fait plaisir que tu poses cette question parce que cette semaine-là, à l'heure actuelle à laquelle on enregistre cet épisode, je suis en plein recrutement d'une nouvelle assistante opérationnelle. Donc là, juste avant qu'on enregistre, j'étais en entretien avec un profil justement. Cool. Déjà, j'ai un process qui se présente, on va dire, en 3 étapes et qui permet de faire un premier filtre. Donc ça, c'est un premier élément de réponse et je rentrerai dans les détails juste après. Et le second élément de réponse, c'est que je ne fais pas mes recrutements seule. Hmm. C'est-à-dire que je fais souvent au moins une personne de l'équipe m'accompagne en entretien pour avoir un regard plus extérieur et aussi, un second avis sur la question parce que moi, il y a des moments où je peux être très facilement touchée par une histoire, un storytelling et cetera. Je me méfie beaucoup du côté un peu fanatique qui pour moi est très plaisant auprès d'une audience et auprès d'une communauté, mais qui est je veux pas une fan dans mon équipe, je veux une personne qui saura me dire non, mettre un cadre Hmm. et mettre en avant ses compétences plutôt que, son attrait, on va dire, pour le business. Et en termes de processus de recrutement, donc, on a 3 phases. La première, c'est, une fiche de poste extrêmement détaillée. On travaille beaucoup dessus en interne, avant ça et un questionnaire de candidature, mais c'est un questionnaire, qui prend généralement 1 à 2 heures à remplir parce qu'il y a des cas d'études, il y a des «travaux à remettre» entre guillemets, des fichiers à uploader, beaucoup de questions à la fois sur des soft skills, des hard skills et cetera qui nous permettent déjà de faire un énorme tri. Ah oui. Et pour te donner une petite, anecdote par rapport à ça, souvent dans la fiche de poste, je cache un mot de passe. Alors quand je dis caché, c'est pas vraiment caché. C'est pas par exemple, il y a la description du poste et au milieu d'une phrase, je mets entre parenthèses: «Au fait, le mot de passe pour candidater est paillettes». Donc là, c'est le mot de passe de l'ancienne candidature. Donc Ah. c'est comme écrit noir sur blanc et dans le questionnaire, la première question, c'est: «Quel est le mot de passe pour candidater?» Pour Et voir ben si la personne justement a été voilà. jusqu'au bout. OK. Figure-toi qu'un tiers des personnes n'ont pas le bon mot de passe. Un tiers, c'est énorme. Ça veut dire que là, on avait reçu 430 candidatures, il y avait plus de 150 personnes qui avaient mis un faux mot de passe ou qui avaient inventé quelque chose. Ah ouais, donc ça permet de filtrer tout de suite et de savoir que toi, tu vas pas jusqu'au bout, donc c'est pas la Bah, peine, quoi. c'est-à-dire que la personne ne lit pas Ouais. et surtout ne fait même pas l'effort de quand elle voit qu'il y a un mot de passe, ne retourne pas lire la fiche de poste en disant: «Il y a quelque chose». C'est des gens qui se posent même pas la question, donc ça Mmh. montre soit un manque de discernement, soit juste un manque d'intérêt et une volonté d'aller trop vite, dans la candidature. Donc première étape, il y a ce questionnaire. Seconde étape, il y a un premier entretien que je ne fais jamais seule. Je suis toujours accompagnée du membre de l'équipe qui va être amené à travailler au plus proche de cette personne-là. Mmh. Donc là, en l'occurrence, vu que je faisais un recrutement d'assistante opérationnelle, j'étais avec mon bras droit, mon OBM. On fait un premier entretien dans lequel on pose des questions, autant sur les compétences, le savoir-faire, le savoir-être. Il y a des petites mises en situation. On voit comment la personne, réagit, comment se sent avec elle et on a une petite feuille de critères. À la fin, chacune d'entre nous, de son côté, note plusieurs critères sur 5. C'est: est-ce que je me suis sentie bien avec elle? Est-ce qu'elle a bien répondu aux questions? Est-ce qu'elle incarne les valeurs de l'entreprise? Et cetera. Et après, on compare nos notes et on débriefe. Et ensuite, là, donc, généralement, on fait une dizaine d'entretiens. Sur les 10 personnes qu'on a vues en entretien, on en retient 2 ou 3 qui nous ont vraiment plu et là, on les voit pour un second entretien
que j'appelle un speed recruiting. Donc, c'est ce que je suis en train de faire cette semaine, où là, on va voir la personne, on va être le maximum de personnes de l'équipe possible, parce que là, je juge plus des compétences ou une personnalité, mais je juge l'intégration de cette nouvelle personne Mmh. potentiellement dans mon équipe en termes d'énergie, de synergie, etc. Et là, pendant le speed recruiting, je pose plein de questions un peu en type portrait chinois, comme tu faisais. C'est quoi ton plat préféré? Tu préfères la mer ou la montagne? Des choses comme ça. Donc, pour voir comment la personne se comporte, comment elle interagit avec l'équipe, comment elle est dans un contexte où elle maîtrise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et après, on base notre choix là-dessus et je prends et écoute les avis de tout le monde dans l'équipe. J'aime bien ces process, ces 3 process que vous avez pour le recrutement qui, j'imagine, ne sont pas venus du jour au lendemain et qui a dû être, long en termes de réflexion. Mais les questions que vous posez, même si c'est pour faire un espèce de système de «tri» entre guillemets, c'est aussi pour voir le côté humain qui se dégage de la personne. Parce que quand on te connaît et on te voit à travers les réseaux, tu véhicules quelque chose, je mets ma main à couper à 100 que dans la vraie vie, c'est-à-dire, que ce soit en entreprise ou au niveau perso, tu es la même personne. Et c'est ça aujourd'hui qui fait aussi, la visibilité et le succès que tu as. Donc, tu as besoin de savoir comment la personne réagit, justement. Mer ou montagne? Si la personne te dit, mais c'est quoi ces questions? Enfin, on a besoin aussi d'échanger, d'avoir un petit peu les goûts des personnes, encore une fois, sans rentrer dans le détail personnel, mais de se livrer un peu. C'est hyper important. En fait, je pense que souvent, les gens s'arrêtent à un recrutement sur compétences, alors qu'on recrute des compétences, on recrute une personnalité et on recrute un élément de notre écosystème. Donc, en termes de valeur de notre entreprise, en termes de travail en binôme, si c'est le premier recrutement, en termes de travail en équipe, si on a déjà une équipe. Et souvent, les gens se cantonnent aux compétences, alors que pour moi, c'est la chose la moins importante dans le sens où quelqu'un qui a la bonne personnalité et qui s'est bien intégré dans l'écosystème, on peut la former. Hmm. Assez d'accord. Assez d'accord avec toi. Et j'aime bien la façon dont vous recrutez. Donc maintenant, vous connaissez, le mot de passe, c'est paillettes. N'hésitez pas On à le le change à placer. chaque Ah, fois, tu le sinon ça changes? peut être Merde, drôle. ok. En tout cas, vous savez que le mot de passe est écrit noir sur blanc quelque part, quoi. Donc tu nous donneras pas de nouveau mot de passe maintenant et c'est tout à fait normal. Jamais. Même Jamais. pas sous la contrainte, même pas pour un plat de lasagne. Ah, t'es sûr? 2 peut-être. Ah, deux. Ok. Vous avez entendu. On arrive du coup à une dernière fois qui touche du coup à la fin du podcast, de l'épisode, mais on va encore se dire plein de choses et moi j'aime pas, je suis assez triste quand j'arrive à la fin, surtout encore une fois, je suis ravi vraiment que tu aies accepté, ravi d'échanger, tu nous livres beaucoup de choses, tu partages plein de savoirs, plein de connaissances sur tes expériences bonnes et mauvaises et vraiment merci beaucoup pour ça. Je te dis pas ça parce que je suis filmé, je te dis pas ça parce que je suis en face de toi. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je te l'ai dit aussi en off. Je suis très content, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi. Merci Alexandre, je passe un très bon moment aussi. C'est vrai? Bon, tant mieux. Du coup, on reprolonge d'une heure. Allez, c'est parti. 10 autres questions. Je plaisante. Du coup, première fois, ton premier achat d'entreprise. Waouh, quand on annonce ça, c'est OK, tu montes en compétences, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et là, tu as une réflexion, c'est bah, je vais racheter une entreprise. Comment c'est venu? C'était une opportunité ou tu avais déjà l'idée de racheter une entreprise? C'est les 2. En fait, dans ma vision à long terme, j'avais vraiment cette vision de un, racheter un jour une entreprise pour tester, savoir ce que c'est et 2, monter un organisme en bilan de compétences pour élargir un petit peu l'écosystème The Bee Boost, l'environnement, à tout ce qui touche à l'épanouissement professionnel et pas que, le fait de développer un business quand on est entrepreneur, parce que c'est vraiment un peu ma mission de vie. Et en fait, mais je voyais ça plutôt sur un moyen terme à 5 ans, par exemple. Et là, l'opportunité s'est présentée de pouvoir acheter une entreprise, donc qui est l'entreprise de ma meilleure amie, qui s'appelle Postadem, pas ma meilleure amie, mais l'entreprise. Et quand l'opportunité s'est présentée, parce que Charlotte vendait, du coup Postadem, je me suis dit: «Bon, c'est pas du tout aligné avec ma vision à 5 ans, je me sens pas vraiment prête pour le faire, mais l'opportunité est là». C'est une entreprise que je connais depuis plusieurs années parce que j'en entends parler, au quotidien. Les outils sont les mêmes, les process sont les mêmes, le business model est le même, je connais les valeurs et cetera. Ce serait bête de pas tenter l'aventure. Donc c'est comme Hmm. ça qu'en fait ça a commencé. Trop bien. Et du coup, après, est-ce que, sans forcément trop rentrer dans les détails, nous dire comment ça s'est passé? Parce que je crois qu'il y a encore des choses qui sont en cours de ce que j'ai cru comprendre, donc on ne peut pas tout divulguer, ce qui est tout à fait normal. Mais quand je dis nous donner un peu plus de détails, c'est au niveau calcul, quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on regarde? Quelqu'un qui a sa boîte, bon, il connaît ses coûts au quotidien, ses salariés, l'URSSAF, les charges justement des fournisseurs, des partenaires. Demain, racheter une entreprise, c'est quoi? Une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je la rachète au prix du chiffre d'affaires, je la rachète au prix des bénéfices. Quelles sont les questions qu'on se pose et qu'on doit se poser quand on veut racheter une entreprise?
Je pense que la métaphore que j'aurais aimé qu'on me donne au début, parce que je suis partie de zéro, j'y connaissais rien du tout et même encore aujourd'hui, je me rends compte de la quantité de conneries que j'ai faites, et par manque de connaissances dans ce rachat, mais c'est pas grave, on parlait de l'apprentissage, par, l'expérience, en parlant de la vitre de la cheminée qui brûlait la main. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je pense que la métaphore que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est que acheter une entreprise, c'est comme acheter une maison ou un appartement. Ça se fait en plusieurs phases, tu visites, tu fais une proposition de prix, c'est accepté contractuellement. Après, tu revisites, et puis tu commences à négocier, à pinailler sur les petits détails. Chacun pinaille, puis finalement, tu arrives à une offre finale que tu signes et après on te remet les clés. C'est exactement pareil pour une entreprise, Mmh. avec un vocabulaire, un langage différent. Et donc il y a une première visite, un premier audit que tu fais, et cetera. Une proposition que tu fais au vendeur. Après, le prix d'achat, c'est le prix qui convient aux 2. Il y a pas de règle. Comme pour une maison, il peut y avoir un prix du marché, mais au final, si la personne elle a envie de te vendre un appartement à 1 million pour 20 000 et que toi, tu as envie de l'acheter à ce prix-là, ça se peut se faire. Si elle a envie de vendre 10 fois le prix, ça peut se faire aussi. Donc, c'est juste, au final, l'acheteur et le vendeur qui se mettent d'accord. Il n'y a pas de cadre imposé en termes de tarifs sur le marché. Mmh. Une fois que l'offre a été faite, il peut y avoir un audit, ce qu'on appelle les due diligence qui sont faites par la personne qui achète, ce qui là peut demander des bilans comptables, peut demander des accès, peut demander à s'entretenir avec les collaborateurs, les choses comme ça. Et après, il y a le prix final et la signature finale avant la remise des clés officielle. OK, ouais, vraiment un peu comme le «process immobilier» entre guillemets, si on essaie de mettre un peu, en forme et de visualiser ce que ça donne. Et est-ce que c'est un peu comme justement dans l'immobilier où, tu rachètes une entreprise, tu essayes de faire en fonction du prix, tu dis que les 2 doivent être d'accord, donc forcément. Est-ce que tu essayes de négocier pour faire en sorte d'avoir une plus-value dès le départ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une stratégie, c'est un investissement et quoi qu'il arrive, il faut que j'achète, cette, entreprise comme si on avait un appartement où on sait que c'est une opportunité et il y avait un bon emplacement? Là, ça dépend vraiment des cas. Et tu peux vouloir racheter une entreprise juste pour, tuer un concurrent. Il y a beaucoup, beaucoup de grosses boîtes qui le font. Tu peux racheter une entreprise pour vouloir juste récupérer un catalogue produit, une base email et après tuer le truc. Tu peux vouloir racheter une entreprise pour la fusionner avec la tienne. Tu peux vouloir racheter une entreprise pour créer un écosystème. Donc moi, ce qui était plutôt mon cas de partenariat en disant, bah, les clients qui quittent Postadem, c'est les clients que moi j'ai l'habitude de récupérer avec The Big Boss, donc Mmh. je peux créer un parcours client comme ça. Tout va dépendre et évidemment, ça va jouer aussi sur le prix. Hem, Tu achètes à la fois sur la valeur que tu perçois, tu achètes sur l'investissement de ce que ça peut devenir, ce qu'on appelle le goodwill. Mais l'idée, c'est aussi de dire, quand tu es acheteur, parce qu'évidemment, c'est des discussions que nous, on a eues où, la vendeuse en face me disait: «Bah, tu vois, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, donc ça justifie tel prix». Et moi, je lui dis: «Bah oui, mais je vais pas payer le prix d'un travail que je vais devoir fournir moi-même après». Donc voilà, après on rentre dans des négociations comme ça, mais la conclusion de tout ça, c'est que le bon prix, c'est celui auquel l'un est prêt à acheter et l'autre prêt à vendre. Mmh. Très bien, et on se conclut sur, cette belle phrase, justement de conclusion. J'aime beaucoup. Merci encore une fois pour, ton partage. Dernière question quand même, est-ce que tu as été heureuse de passer dans le podcast, même si tu en as fait beaucoup, le podcast «Mes premières fois dans l'entrepreneuriat»? J'ai été hyper heureuse et puis en plus, comme je disais, c'est la première fois que j'en refais depuis plusieurs mois et j'aurais pas pu rêver meilleur échange que ça et merci pour toute la préparation, tout le cadre que tu as mis pour des questions qui changent, qui sortent de l'ordinaire. C'était un vrai bon moment. Cool, je vais faire un short juste de cette phrase-là et on va faire plein de publicités comme ça. On parlera pas du tout de toi, on parlera que du fait que tu as apprécié le podcast. Je plaisante Avec bien plaisir. évidemment. Non, je plaisante, c'était un vrai plaisir. Encore merci, beaucoup. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Le mot de la fin, des conseils ou est-ce qu'on peut te suivre, tes actualités? Dis-nous ce que tu as envie de nous dire. N'hésite pas, c'est à toi ce temps. Je commencerai par, un conseil et après, un endroit où on peut me suivre, comme ça on reste simple. Le conseil que je pourrais donner à tout le monde qui nous écoute, entrepreneur en devenir ou entrepreneur déjà chevronné, c'est de se dire que l'entrepreneuriat, c'est jamais, jamais un parcours linéaire. On peut jamais prévoir ce qui va se passer en termes d'opportunités et cetera et ne pas se flageller dès qu'on traverse une période difficile, ne pas penser que c'est parce qu'on est nul ou qu'on a mal fait quelque chose et à l'inverse, quand on traverse un moment extraordinaire, en profiter, le savourer. Tu vois, tes 40 ans, où tu vas dépenser je sais pas combien de milliers d'euros, ça va être génial, mais ne jamais penser que ça y est, on est les rois du monde, qu'on a plié le game et accepter que ce pourquoi on a signé, c'est vraiment, les fameuses montagnes russes, mais qui, dans tous les cas, sont épanouissantes et nous apportent des choses. Donc ça, c'est plutôt pour, jouer les philosophes de comptoir et en termes de connexion, le meilleur moyen pour me contacter si vous avez des questions ou d'avoir envie d'échanger par rapport à des aspects de ce podcast ou quoi, je serais très heureuse de le faire. Le meilleur moyen, c'est Instagram. C'est, moi qui réponds, en direct à mes messages privés, donc je suis toujours très heureuse, d'échanger avec tout le monde. Voilà.
Et on peut aussi donner ton numéro 06 64. Non, je plaisante bien évidemment. Alors ça commence par 07, donc on était mal partis. Mais Allez, bim, dans tes dents, Alexandre, c'est bien fait. Tu as voulu jouer, c'est comme ça. Très bien, on a bien fini sur une belle phrase philosophique et aussi sur où on peut te suivre. Encore merci, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir donc que tu puisses être présente dans ce podcast. merci à toi Alexandre, puis merci à tous les auditeurs aussi qui ont écouté jusqu'au bout. Absolument, merci pour votre soutien, votre fidélité. Et puis moi, je vous dis dès la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. On verra si c'est la surprise pour découvrir un nouveau parcours entrepreneurial. À très vite.